merci à toutes et à tous d'être là. On va aborder durant cette session, une petite heure, peut-être un peu moins, cette problématique de sécurité physique, alors de sûreté pour les puristes, versus sécurité logique, SSI, dans l'optique d'essayer de voir si des interactions sont possibles qui permettraient d'affaiblir la sécurité d'un système SSI grâce à une attaque de type intrusion physique, par exemple. Alors, évidemment, vous le savez mieux que moi, depuis très longtemps, on dit qu'à partir du moment où on peut avoir un accès physique à une machine, c'est game over. C'est vrai. Ce qui a changé, c'est que des techniques aujourd'hui nouvelles permettent de remplacer cet accès physique par une proximité, tout simplement physique, et c'est là que ça devient intéressant. Mais je m'avance peut-être un petit peu. Rapide présentation, donc je m'appelle Jérôme Sez, enchanté. J'ai créé une société qui s'appelle Op4 Intelligence, dont la mission est de protéger les entreprises justement contre les malveillances au sens large, en prenant comme parti pris fort que les malveillances, contrairement à la façon dont la sécurité et la sûreté sont organisées dans l'entreprise, c'est-à-dire en silos, on y reviendra, les malfaiteurs, eux, ne connaissent pas ces silos. Donc ils vont être capables d'exploiter la vulnérabilité d'un salarié qui va être un petit peu perturbé dans sa vie familiale pour obtenir des credentials et se connecter à sa place sur le système d'information. Ils vont pouvoir être capables de réaliser une intrusion physique, et ça marche quasiment à tous les coups, pour aller déposer des outils logiques qui vont faire de la reconnaissance, de la capture, du sniffing, etc. Donc les attaquants n'ont pas les mêmes limitations que artificielles que les entreprises se sont imposées. Alors on va revenir très rapidement sur le pourquoi de cet état de fait dans les entreprises. Donc ce que j'essaye de faire avec Op4 Intelligence, c'est surtout de décloisonner tout ça et d'avoir une approche de lutte contre la malveillance qui soit globale, humaine, technique, juridique et évidemment physique, sûreté. Oui, j'ai un parcours en termes de formation qui est un petit peu hétéroclite, mais qui du coup se reflète dans le positionnement de la société. Un petit disclaimer d'abord, vous n'allez rien apprendre de secret. Déjà parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, et si je l'étais, je ne pourrais pas être là. Donc merci, je peux être là, car je ne connais rien de secret. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tous ceux qui s'intéressent à la SSI, ça fait très très longtemps qu'on sait que voilà, une proximité physique avec une machine, si on peut prendre une machine en main, on peut lui faire absolument ce qu'on veut. Donc il n'y a rien de secret. Je vais m'appuyer sur des exemples, des recherches en cours ou des exemples d'actu publiés. Donc ceux qui font une très bonne veille vont certainement reconnaître pas mal des exemples que je vais citer ici. Vous n'allez donc rien apprendre de fondamentalement nouveau, encore une fois, la proximité physique avec une machine, c'est pas nouveau. Ce qu'on va essayer de voir de manière un peu plus détaillée, c'est comment certaines évolutions technologiques permettent plus facilement aujourd'hui d'accéder à cette proximité physique. Enfin, l'adversaire, on partira du principe, du postulat que l'adversaire est un cybercriminel, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des moyens, certes, mais pas forcément des moyens démesurés. Alors après, tout est relatif, hein. Mais en tout cas, ce ne sera pas un service de renseignement. Pourquoi ? Certaines des choses que je vais vous montrer ici pourront vous laisser penser qu'elles ne peuvent être mises en place que par des services de renseignement. C'est faux, hein, ça a été mis en place par des chercheurs qui ont travaillé généralement quelques semaines ou quelques mois tout seuls, sans moyens. Et c'est doublement faux parce que finalement, pourquoi on s'intéresse plus aux cybercriminels, c'est que à partir du moment où vous avez attiré l'attention d'un service de renseignement au point qu'il décide de déployer des ressources sur vous, c'est game over. Donc ça ne sert à rien de discuter de qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être pas fait. Globalement, c'est game over. Donc l'idée, c'est de voir ce qui peut être tenté contre des entreprises. Alors je le place dans une optique purement entreprise et pas vie perso, par des cybercriminels qui se feraient une très bonne veille aussi et qui auraient quelques moyens pour reproduire les choses qu'on va montrer ici. Alors, un petit peu de contexte. Pourquoi dans les entreprises, la sécurité logique, la SSI, est traitée de manière différente de la sûreté, de la sécurité physique? Eh bien, tout simplement, évidemment, c'est une question de timing. Vous imaginez bien que les malveillances physiques sont arrivées il y a très longtemps, dès la naissance de l'entreprise. Et donc, très rapidement, on a désigné quelqu'un pour s'occuper de protéger l'entreprise contre ces malveillances physiques. Voilà, c'est le monsieur sécurité, le monsieur sûreté. Et puis, l'informatique est arrivée bien plus tard. Non seulement l'informatique est arrivée bien plus tard, mais quand elle est arrivée, on ne l'a pas trop vu arriver initialement. Hein. On a commencé à déployer des choses, et c'était des choses très complexes qui nécessitaient une expertise pointue. Donc on a relégué ça, évidemment, aux passionnés de service, à l'informaticien, au gars qui était formé pour ça, qui a pris, donc c'est l'informaticien qui est devenu l'expert, qui a pris l'informatique dans la société. Il n'y avait pas vraiment de menace informatique au tout début.
Et puis quand des menaces informatiques sont arrivées, bah, ça reste un truc d'informaticien, donc on ne va pas demander ça au gars qui fait la sécurité des portes et des fenêtres. Donc bah, c'est l'informaticien qui a pris la sécurité informatique. Et c'est comme ça qu'on a vu dans les entreprises se créer deux silos. Un silo de sûreté, donc la sécurité généraliste. Alors on pourrait discuter des heures sur le vocable, hein, sécurité, sûreté. C'est très intéressant d'ailleurs, mais c'est peut-être pas le lieu. Donc en tout cas, on a quelqu'un qui va s'occuper de la sûreté, de la sécurité physique de l'entreprise d'un côté, et puis on a toute une affaire d'informaticiens à côté qui vont essayer de protéger l'outil informatique. Évidemment, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que l'outil informatique allait devenir aussi critique, qu'il allait être totalement transversal. Et aujourd'hui, dans les entreprises, ça a tendance à évoluer. On commence à avoir des sécurités groupes, donc transverses, qui prennent en compte la partie sûreté et la partie informatique, c'est SSI plutôt, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Donc ça a évolué vraiment de manière très séparée. Si on pousse la réflexion, et si on inverse plutôt la réflexion, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi la sûreté n'utiliserait pas le modèle de la SSI ? Eh bien, si c'était le cas, on aurait dans l'entreprise un responsable de la sécurité des portes, qui serait probablement un serrurier, un responsable de la sécurité des fenêtres, qui serait peut-être un vitrier, un responsable de la sécurité des... Enfin, vous voyez le tableau. Or, ce n'est pas le cas, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je essaye de vous faire comprendre, c'est que le fait d'avoir la sécurité informatique séparée du reste des fonctions de sécurité et de sûreté de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de souhaitable, c'est simplement un état de fait. Alors on parlait de la sécurité des portes et des fenêtres, on va pousser l'exemple jusqu'au bout et de manière absurde, jusqu'à l'absurde. Imaginons une entreprise évidemment totalement imaginaire, qui disposerait d'un responsable de la sécurité des portes et d'un responsable de la sécurité des fenêtres. Les deux suivent un protocole très strict, ils ont des politiques de sécurité très strictes que, en grands professionnels qu'ils sont, ils appliquent à la lettre. Le responsable de sécurité des portes, par exemple, sa politique de sécurité lui dit que la porte doit être verrouillée la nuit et que la clé doit être accrochée sur le chambranle de la porte à côté pour permettre aux veilleurs de nuit, par exemple, de sortir. Il le fait à la lettre. Le responsable de sécurité des fenêtres, sa politique de sécurité, c'est que la fenêtre, la nuit, ne doit jamais être ouverte suffisamment pour laisser passer un intrus. Donc, ce soir, il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse la fenêtre ouverte en mode oscillo-battant. Il a respecté son règlement. On ne peut pas rentrer lorsqu'une fenêtre est en mode oscillo-battant. Vous l'avez tout de suite deviné, évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? L'intrus doit tout simplement passer le bras, prendre la clé et aller ouvrir de l'extérieur. L'exemple est absurde, je vous le concède, mais ça montre comment, même en respectant parfaitement les consignes et les règles dans l'entreprise, si la sécurité est traitée en silo, dans ces interactions-là, on va pouvoir avoir des trous dans la raquette. D'où l'intérêt d'avoir une direction de sécurité groupe en haut. Alors tout ça, c'était évidemment imaginaire. Maintenant, plus près de chez nous et plus près des sujets qui nous intéressent, vous vous souvenez tous de l'affaire Chrysler. Deux chercheurs en sécurité informatique ont réussi à prendre le contrôle d'un véhicule Chrysler à distance à travers le portail web et le compte d'utilisateur du propriétaire Chrysler et à travers le système de divertissement, d'entertainment, comme disent les Américains, du véhicule. Ce que ça nous dit dans notre contexte, c'est que vous savez évidemment que les constructeurs automobiles dépensent des sommes considérables pour assurer la sécurité de leurs véhicules. C'est une priorité absolue pour eux. On peut en déduire que la même priorité n'était pas appliquée au développement du système d'entertainment. C'est secondaire, c'est de l'informatique, ça ne fait pas rouler la voiture, donc on ne met peut-être pas la même attention, on ne porte pas la même attention à ce développement. On n'avait tout simplement pas, et là aussi on a des silos, la mécanique c'est une chose, les systèmes de freinage c'est une chose, et puis le système GPS qui permet d'afficher le nombre de tours du moteur, c'est pas tout à fait aussi prioritaire. On n'avait pas imaginé qu'il allait y avoir des interactions de ce type-là. Or là, c'est l'exemple typique, une attaque cyber, numérique, a un impact crucial, vital, sur le fonctionnement physique. Donc pour les entreprises, et pour résumer, le défi, c'est qu'elles fonctionnent en silo, alors qu'elles sont face à des attaquants qui, eux, ne s'interdisent pas du tout. Il n'y a pas de barrière artificielle. Encore une fois, on va pouvoir tenter une intrusion physique pour aller exploiter une faille logique en interne, et des intrusions physiques, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà fait, qui en ont vu en tout cas, ça marche quasiment tout le temps. Ils vont pouvoir peut-être faire une intrusion logique pour désactiver un système de surveillance qui facilitera une intrusion physique, et ils vont pouvoir évidemment utiliser des recours, des moyens de pression humains,
je vais vous parler d'un employé déstabilisé dans sa vie professionnelle, personnelle plutôt, c'est le cas, ou même juridique. Beaucoup d'attaques sur des sociétés peuvent être des attaques d'ordre juridique, alors ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation par quelqu'un de plus compétent pour moi en la matière, mais enfin il y a des moyens, dans des campagnes de déstabilisation d'entreprise, on peut utiliser des moyens juridiques pour occuper un petit peu l'entreprise et passer sous le radar sur d'autres types d'attaques. Et le tout, évidemment, se réalise de manière simultanée. Or, quand l'entreprise est en silo, elle ne va pas voir que telle attaque sur tel silo est peut-être simplement un leurre qui va cacher une autre attaque sur un autre silo. C'est pour ça, encore une fois, il faut toujours une direction sécurité groupe en haut. Donc, dans ce qui nous intéresse plus concrètement aujourd'hui, on va s'intéresser à de quelle manière la proximité physique, et je dis proximité, je ne dis pas forcément contact, la proximité physique permet des attaques logiques. On a plusieurs exemples là-dessus qu'on va voir ensemble. Encore une fois, et j'y tiens, il y a deux choses qui sont acquises. La première, c'est que les intrusions physiques fonctionnent quasiment tout le temps. Donc j'ai pu échanger avec un consultant dont c'est le métier, de s'introduire physiquement dans les entreprises. Il m'a dit « j'ai jamais été challengé ». Donc là, on est sur du social engineering. Ce n'est pas entièrement l'objectif de cette présentation, mais on peut en parler un petit peu. C'est purement du social engineering. On va jouer sur la bonne éducation de tout un chacun. Vous êtes tous très bien éduqués. On vous a appris à essayer de ne pas trop faire de vagues, à être poli, à aider les gens. Malheureusement, aider les gens, ça peut devenir aider n'importe qui vous le demande, parce qu'il a l'air embêté. Donc une des attaques de social engineering classique, c'est d'être très embêté, très menacé par un patron qui nous met la pression, etc. Aidez-moi. Et ça se joue aussi de manière presque inconsciente. C'est-à-dire que l'un des grands classiques de l'intrusion physique, c'est de prendre la porte de derrière, ça où tous les employés fument, de cacher un badge de manière à ce qu'on ne le voit pas forcément, mais on voit qu'il y a un badge, et d'arriver avec les bras chargés de pizza, de bière, d'un plateau de café du Starbucks du coin, et puis au moment où la porte va se refermer, d'être un peu embêté comme ça, et puis là, si vous passez avec quelqu'un, il va vous tenir la porte. Donc, encore une fois, quand on va parler là d'intrusion physique, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement et qui est beaucoup plus simple qu'il en a l'air. Alors, qu'est-ce que ça permet, une intrusion physique ou la proximité physique? Alors, pour ceux d'entre vous qui jouent à essayer d'observer des réseaux, vous le savez très bien, en étant près d'un système, ça facilite la reconnaissance, parce que avant toute attaque, il y a une phase de reconnaissance, on veut savoir quels sont les systèmes, quels sont les protocoles utilisés, comment ils communiquent, à quelle fréquence. Donc ça facilite la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller déposer un petit appareil caché qui va sniffer le réseau. Alors quand je dis sniffer le réseau, donc c'est évidemment sniffer le réseau sans fil, mais enfin on peut prendre une empreinte GSM aussi, pour voir quelles sont les stations de base autour, quelles sont peut-être... on ne va pas casser du GSM comme ça peut se faire, mais là on dépasse le cadre de cette présentation, mais ne serait-ce que prendre un petit peu l'empreinte électromagnétique du secteur, mais ça peut être aussi voir s'il y a des communications infrarouges qui passent, des communications radio. Dans un monde industriel, on peut avoir des capteurs qui communiquent par radio à leur station de base. Donc, on va sniffer tout ça, on va faire une reconnaissance, une cartographie plutôt. On n'en est pas encore forcément à sniffer, mais on fait une cartographie. Donc, on sait qu'il y a des systèmes qui discutent grâce à un petit appareil qu'on va laisser, on va les voir tout à l'heure, un petit appareil qu'on va cacher quelque part. On va les récupérer. Peut-être pas, d'ailleurs, on va peut-être le laisser, et puis il y aura un bridge en 4G, GSM 4G, qui permettra de récupérer les informations à distance. Mais en tout cas, on va cartographier, on va essayer de voir quels sont les systèmes qu'on va pouvoir attaquer. Ça permet aussi ensuite, évidemment, si on est capable de cartographier, de voir les systèmes et de voir passer des choses, on peut tenter de les intercepter. Donc ça permet l'interception de données qui ne seraient pas accessibles autrement. Je vous parlais par exemple tout à l'heure d'un système industriel, un capteur de mesure industrielle, qui envoie ces mesures par radio à une station de base qui est 10 mètres plus loin. Évidemment, de chez vous, même si vous avez la main sur le réseau bureautique de l'entreprise, vous n'allez pas pouvoir voir ce genre de choses. Si vous êtes physiquement à côté, ou que vous avez déposé physiquement à côté votre petit mouchard, c'est des choses que vous allez pouvoir voir. Encore une fois, pareil pour de l'infrarouge, et pareil pour de la radio. Les données, une fois qu'on les intercepte, alors on peut certes les voler, on peut aussi, et souvent c'est plus intéressant, on peut les modifier. Donc là on entre plutôt dans le cas de sabotage,
ou tout simplement d'intoxication. Alors, ce qu'on entend très souvent lorsqu'on repère des choses comme ça, c'est ah oui, mais c'est pas grave, personne ne vient ici. En gros, c'est pas très grave si ce système-là il est vieux et pas sécurisé. On est au milieu d'un centre de production, d'une usine qui elle-même est au milieu d'un campus de 55 hectares. Personne ne vient là à part des gens qui travaillent pour nous. Bon, alors déjà, les gens qui travaillent pour vous, c'est pas toujours des gens qui ne vous veulent que du bien. Et puis surtout, personne ne vient ici. Ça peut poser un souci. Mais on va le voir tout à l'heure. Alors, les 4 tendances que l'on va étudier, la première c'est celle des microcontrôleurs et des systèmes on chip. Donc j'imagine que parmi vous, beaucoup ont joué avec un Arduino par exemple, un Teensy, un Raspberry. Vous allez voir qu'on peut faire des choses très rigolotes avec. La modification du hardware, alors là, mea culpa, c'est pas une tendance nouvelle, évidemment, mais il faut en parler. Parce que autant les microcontrôleurs, les objets connectés, etc., c'est des choses dont on commence, enfin, qui sont en tout cas encore dans la phase des tendances. Autant la modification du hardware, c'est quelque chose qu'on voit réellement sur le terrain et dont il faut parler. Donc, encore une fois, on est dans des choses qui sont rendues possibles par une proximité physique. Donc, les microcontrôleurs et les systèmes on chip sont des outils qui vont permettre de faciliter cette proximité physique. La modification du hardware sont des choses qu'on va pouvoir mener, des attaques qu'on va pouvoir mener une fois qu'on est physiquement près de la machine. Et là, pour le coup, c'est un petit écart par rapport au fil rouge de cette présentation, puisque, encore une fois, c'est quelque chose de très connu et très vieux. Le Wi-Fi interne, alors là, je mets des triples guillemets, on verra pourquoi on met des guillemets. Et enfin, évidemment, parce qu'on est à la période de Noël, et que tout le monde en parle, et que je passerai pour un crétin si j'en parlais pas, les objets connectés. Alors d'abord, les microcontrôleurs et les systèmes on chip. On va faire un petit sondage. Qui ici a un Arduino ou a déjà joué avec un Arduino? Ah, parfait. Donc vous allez savoir, vous allez comprendre de quoi on parle. Pour les autres, il s'agit simplement de, pour résumer en fait ce qu'a amené l'Arduino et les autres systèmes on chip, ou en tout cas les autres microcontrôleurs, ça a donné à des gens comme moi qui venaient purement du monde au Raspberry. Alors c'est pas un microcontrôleur, du coup le Raspberry, là on est vraiment sur un système complet, sur un serveur complet, mais ça permet des choses très similaires. Ça a donné à des gens comme moi qui ne comprenaient que le soft, que le développement logiciel, la possibilité d'avoir des actions sur le physique. Parce qu'avec un Arduino, je vais pouvoir, en développant très facilement, je vais pouvoir capter des mesures qui vont être au final des variables que je vais récupérer dans mon code. Je vais pouvoir capter des mesures physiques, donc de la température, de l'électromagnétisme, n'importe quoi. Je vais pouvoir les traiter de manière logicielle, donc ça je sais faire. Je traite que des variables au final. Et je vais pouvoir produire d'autres variables qui, pour le coup, ensuite seront traduites en impulsions électriques à la sortie de l'Arduino, qui vont pouvoir piloter autre chose, par exemple. L'un des premiers projets que j'ai fait avec l'Arduino, et vraiment extrêmement simplement, alors que je ne connais strictement rien à l'électronique embarquée initialement, c'était de capter des sources lumineuses et de faire pointer un moteur vers la source la plus lumineuse. Voilà, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire quelque chose comme ça sans l'aide de ces outils-là. Donc voilà, ce que ces outils, ce que les microcontrôleurs et les systèmes on chip permettent, c'est vraiment de donner à des gens qui n'ont qu'une vision purement logicielle un accès au monde physique qui nous entoure. Et alors là, après, la limite, évidemment, c'est votre imagination. À quoi ça ressemble? Voilà, alors l'Arduino, il est là, c'est le petit bleu là. Le Raspberry Pi, c'est celui qui est de paille, ou Pi, je ne sais plus d'ailleurs. C'est celui qui est au creux de la main, vous voyez, ça tient vraiment au creux de la main, c'est pas une exagération. Le plus petit, c'est le Teensy qui est en haut. Alors le Teensy, ça a la taille d'un pouce. Hein. Voilà. Et on peut faire des choses très 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 intéressantes. Ça, c'est la Beagleboard à côté aussi. On peut faire des choses vraiment très 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 intéressantes en termes de malveillance avec ces choses-là. Par exemple, donc là vous avez une souris avec un Teensy, donc vous voyez peut-être ici, hein, un Teensy qui a été rajouté un peu avec la méthode à l'arrache, méthode de développement bien connue. Et ce Teensy, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, c'est pas clair, il faut développer le programme qui ensuite s'exécutera. Ce Teensy, tel qu'il a été développé là, codé ici en tout cas, va attendre qu'il n'y ait plus d'activité sur la souris. Donc s'il n'y a plus d'activité sur la souris, on peut, au bout d'un certain temps, on peut imaginer que l'utilisateur n'est pas dans les parages. Lorsqu'il n'y a plus d'activité sur la souris, le Teensy va tout simplement émuler le clavier et envoyer des frappes clavier à la place de l'utilisateur. Évidemment, ce sont des frappes clavier que l'utilisateur n'aurait pas faites. Donc ce sont par exemple des frappes clavier qui vont aller chercher un code malveillant et l'installer sur l'ordinateur.
C'est des frappes clavier qui vont, par exemple, créer un compte utilisateur, un nouveau compte utilisateur sur le système avec un mot de passe connu de l'attaquant. En fait, tout est possible puisque au final, vous remplacez le clavier. Donc tout ça, c'est rendu possible par le fait que le Teensy, même s'il est connecté sur un port USB de souris, en fait, c'est pas un port USB de souris ou pas de souris, c'est un port USB tout court, et lui s'identifie comme un clavier. Et à partir du moment où il est identifié comme un clavier, il peut taper n'importe quoi à votre place. Donc ça, évidemment, c'est une preuve de concept. Maintenant, ça participe aussi du fait que c'est pour ça qu'on déconseille généralement les cadeaux USB. Voilà, si on vous offre des cadeaux USB, offrez-les aux gens que vous n'aimez pas peut-être, mais ne les connectez pas chez vous en tout cas. Une autre chose intéressante, donc là on a une capture Wi-Fi, en fait c'est un sniffer Wi-Fi d'un type un peu particulier. Lui est capable, posé dans un lieu public, de capturer les adresses ARP, les MAC adresses de tous les systèmes qui passent à proximité. Vous allez me dire, une MAC adresse, bon, on ne fait pas grand chose avec, c'est vrai, sauf que la MAC adresse est censée être unique par le système, et que si vous disposez plusieurs de ces choses-là différemment et intelligemment, vous allez pouvoir suivre le passage, le flux, alors non pas d'individus, mais en tout cas de MAC adresses individuelles. On peut imaginer des tas de scénarios où vous allez ensuite pouvoir corréler une MAC adresse avec un compte utilisateur ou avec le porteur d'un téléphone ou avec un utilisateur. Ensuite, vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, pour des gens qui ont l'esprit tourné vers le marketing, donc des gens vraiment très méchants, c'est déjà en place dans des centres commerciaux. Ça sert à savoir, à tracer le passage des gens, savoir dans quelle boutique ils vont et quelle boutique ils vont après, quelle boutique ils vont après. Donc on est capable de tracer des flux. Encore une fois, ce n'est pas nominatif. C'est simplement une adresse MAC. Enfin, une adresse MAC, votre téléphone ne change pas d'adresse MAC. Vous avez beau changer de réseau, changer de Wi-Fi, changer ce que vous voulez, votre téléphone garde son adresse MAC. Pour des gens encore plus malveillants, une adresse MAC, si elle permet en tout cas d'identifier quelqu'un, c'est-à-dire après avoir fait ce travail de corrélation entre l'adresse MAC et l'individu, permettrait par exemple, avec un truc comme ça, de déclencher l'explosion d'un engin explosif, le déclenchement d'un engin explosif au passage de la personne. Vous allez me dire, c'est de la science-fiction, etc. Pas tant que ça. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire des cartes bancaires NFC. Ces cartes bancaires NFC, avant qu'un chercheur français très sympathique et brillant ne fasse remarquer que la puce de la carte NFC conservait en mémoire le nom et le prénom, entre autres, du porteur de la carte, et que ça, c'était capable d'être lu à 1,50 m à peu près, ou 1 mètre. Le premier truc qui est venu à l'esprit des gens comme moi qui pensent à la sûreté et à la SSI, c'est de se dire, dans ce cas-là, un engin explosif placé sur le passage, sur un passage un peu public où on sait que la cible va passer, pourrait être déclenché juste au passage de la cible. Et j'ai pas été le seul à avoir cette idée. Voilà, donc c'est que en fait, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et qui sont de vrais risques. Là, vous allez me dire, le risque est inférieur, évidemment, on n'a qu'une MAC adresse. Maintenant, encore une fois, on peut imaginer des scénarios dans lesquels on va pouvoir corréler une MAC adresse et un utilisateur. Plus classique, un simple sniffer, voilà, c'est tout. Sauf que ce sniffer-là, vous le déposez quelque part, il enregistre. Alors, vous êtes limité par la capacité d'enregistrement et d'écriture de la carte SD que vous allez mettre dedans. Bon, enfin bon, vous pouvez déjà enregistrer pas mal de trucs. Ça, typiquement, c'est la chose que vous allez pouvoir avoir dans la poche quand vous rentrez dans une société, en tant qu'auditeur, hein, signé, autorisé par la société en question. Vous allez pouvoir l'avoir dans la poche, vous rentrez, vous arrivez jusqu'à la salle, par exemple, une salle de réunion ou la salle du copieur. Vous débranchez le copieur, parce que les copieurs sont des serveurs aujourd'hui, donc ils sont branchés sur le réseau. Vous débranchez le copieur, vous branchez ça en RJ45, en Ethernet, et vous voilà sur le réseau. Vous avez finalement mis votre propre ordinateur sur le réseau à la place du copieur, vous repartez, et vous avez ajouté, alors c'est pas le cas ici, mais vous pouvez ajouter un shield 4G, enfin GSM, et ça vous ouvre un pont vers l'extérieur en GSM, sur une patte, et en Ethernet sur le réseau interne de la société. Pour ceux d'entre vous qui font du pentest, vous savez combien de temps il faut pour casser un Active Directory. Voilà, une fois que vous êtes sur le réseau interne, en général, les choses vont beaucoup plus vite. Enfin, pour ceux qui n'ont pas mangé ce midi, voilà une pita. Je vous déconseille de mordre à pleine dent dedans. Le hack pita, alors la pita ça a été rajouté après par les chercheurs qui ont trouvé que justement leur trouvaille entrait précisément dans une pita. L'idée de ce petit appareil, c'est d'intercepter les ondes
électromagnétique d'un ordinateur à proximité et d'en déduire les clés GPG. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas essayé, en tout cas c'est documenté. Donc ils sont capables, à travers un outil comme ça qui est posé à côté d'un ordinateur, d'intercepter des clés GPG lorsque cet ordinateur fait des calculs évidemment cryptographiques sur les clés. Ce qui veut dire que quand vous êtes au Starbucks local, la personne qui va arriver à côté de vous, qui va poser sa pita et son café, potentiellement peut être en train de mettre votre ordinateur sous surveillance électromagnétique et attend que vous allez faire une opération cryptographique, par exemple recevoir un mail chiffré, ou chiffrer un mail, pour essayer d'en déduire les clés. Évidemment, pour les vicieux comme moi, il ne suffit pas d'attendre que la personne reçoive un mail chiffré, on peut lui envoyer un mail chiffré. Puis on peut envoyer plein de mails chiffrés, comme ça fait d'autant plus d'informations que l'on va recevoir. Alors si tout ça vous intéresse, je vous conseille vraiment et vivement de vous intéresser au phénomène des SDR, les Software Defined Radio, ou des RTL SDR, ça coûte moins cher. L'idée est globalement d'avoir un accès absolument libre, enfin libre dans le sens où vous pouvez tout prendre, à un spectre radio très large. Donc ça va du Wi-Fi au GSM, aux petites voitures télécommandées de votre cousin. Et grâce à des logiciels spécifiques, vous allez pouvoir essayer de comprendre comment fonctionnent ces échanges radio et jouer avec. C'est passionnant, c'est pas très simple, mais c'est vraiment passionnant. On parlait du RTL-DSR, voilà à quoi ça ressemble. Alors initialement, c'est tout simplement un dongle, un récepteur TNT, hein. C'est un tuner TNT. Sauf que si vous n'installez pas les drivers TNT fournis avec, en fait, c'est tout simplement un récepteur radio qui balaye relativement large. Donc, un simple tuner TNT comme ça et quelques logiciels de radio logiciels vous permettent de faire des essais vraiment très intéressants. Vous pouvez, alors je n'ai pas t'incité non plus, mais de ce que j'ai vu, on peut descendre en modulant d'une manière particulière, on peut même essayer de faire un petit peu de RFID, de capter des choses tout en bas du spectre sur le RFID. J'ai pas testé, et puis il y a d'autres choses pour le RFID de toute façon. Les fameuses modifications du hardware. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est capable de modifier le hardware ? On peut évidemment flasher les firmware, flasher les BIOS. Ça, c'est classique, mais il ne faut pas l'oublier. Vous imaginez bien que le BIOS, le firmware, en tout cas étant du code qui s'exécute de manière très basse et très tôt dans l'initialisation du système, plus on est tôt, plus on est avant le système d'exploitation et les outils de sécurité qui sont au-dessus, plus on a de chance de prendre le contrôle de la machine. Alors, certains d'entre vous vont parler de TPM, etc. Oui, c'est vrai. Mais enfin, là aussi, il y a des gens qui n'utilisent pas ça, beaucoup encore. Et puis il y a des systèmes sur lesquels on ne va pas pouvoir avoir de trusted boot de toute façon. Là, sur un laptop peut-être, mais sur des systèmes industriels par exemple, il n'y a pas. Une fois qu'on a pris évidemment le contrôle du système à partir d'un code qui est dans le firmware, là aussi c'est open bar, on fait ce qu'on veut. On peut remplacer des puces. Alors oui, ne riez pas. Alors là aussi, on n'est peut-être pas forcément sur du cybercriminel. Je m'écarte peut-être un petit peu de mon sujet, mais on peut remplacer des puces. On peut ajouter des puces, par exemple. Ce n'est pas un hasard si certaines consignes du département d'État américain vers certains voyageurs qui vont vers certaines destinations, l'une des consignes est de peser les laptops avant et après. On pèse les laptops au dixième de gramme avant et après le retour pour voir si entre-temps il n'y a pas des puces qui ont été rajoutées ou changées. On peut évidemment voler les clés en mémoire, alors ça c'est le rôle de la femme de chambre que vous voyez là. Pourquoi c'est l'attaque de la femme de chambre, vous en avez probablement entendu parler. L'idée c'est que lorsque vous avez un laptop qui est entièrement chiffré, donc du FDE, Full Disk Encryption, c'est une bonne pratique. Pour ceux qui n'ont pas de laptop entièrement chiffré, je vous conseille d'y passer. D'ailleurs, ceux qui ont un Mac, c'est intégré. Les autres aussi, d'ailleurs, il y a BitLocker. Bref, donc si vous avez un laptop dont le disque dur est entièrement chiffré, en fait, la clé est conservée en mémoire, le disque dur est déchiffré quand il est monté, quand vous l'utilisez, et finalement, vous ne verrouillez vraiment le disque dur que lorsque vous éteignez la machine. Donc si vous laissez dans votre chambre d'hôtel, c'est pour ça qu'on parle de l'attaque de la femme de chambre, c'est ce qui arrive très souvent, vous laissez dans votre chambre d'hôtel votre ordinateur simplement en veille, et vous partez boire un verre, on l'a tous fait, et bien la femme de chambre qui passe derrière,
va pouvoir, si elle est un peu plus geek que Anna l'air, va pouvoir forcer votre ordinateur à l'arrêt. C'est-à-dire que votre ordinateur est encore en veille, et elle va le forcer à s'arrêter. Parce qu'en le forçant à s'arrêter, la mémoire, la RAM, va conserver encore une certaine rémanence des données qui étaient en RAM au moment où il était en veille. On peut prolonger le temps de cette rémanence en gelant les puces. Donc pour ça, il suffit d'avoir par exemple une bombe à air comprimée. Il n'y a rien de nouveau du tout dans ce que je vous raconte là, hein. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, mais c'est un rappel. Donc on peut geler la puce, et ensuite on va pouvoir l'utiliser en la mettant sur une planche spécifique reliée à un ordinateur sous Linux. Tous des pirates, les gens qui utilisent Linux. Et on va pouvoir explorer ce qui est resté dans les puces mémoire. Voilà, et ce qui reste parfois, ça va être, alors ça peut être des choses intéressantes, mais là c'est de la pêche hein, au filet, mais ça peut être aussi la clé de déchiffrement du disque dur. Ensuite, évidemment, lorsque on a une proximité physique, on peut aussi aller directement lire des données sur des puces. Donc là, je pense surtout à des systèmes industriels. Les systèmes industriels, même s'ils ne sont pas connectés, si vous êtes physiquement dessus, vous allez pouvoir essayer de lire des données sur le bus, les modifier aussi, mais là encore c'est du sabotage. Ou vous allez pouvoir accéder aux ports de débogage des ordinateurs qui vous donnent un accès beaucoup plus libre au microprocesseur. Donc ça, c'est tout ce que permet un accès, une proximité en tout cas physique. Revenons à des choses un peu plus rigolotes. Le Wi-Fi interne. Le problème du Wi-Fi interne, c'est que souvent, dans les entreprises, on considère certains réseaux internes. Et c'est une mesure de sécurité qui suffit. Parce que, finalement, le rayonnement ne porte pas au-delà de cette salle, ou ne porte pas au-delà des murs de la société, c'est pas très grave. On en trouve dans les salles de réunion, dans certains bureaux, mais ça, aujourd'hui, ça a tendance à disparaître. Aujourd'hui, les réseaux Wi-Fi bureautiques à l'entreprise sont un peu mieux protégés, voire beaucoup mieux protégés. En revanche, il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout ce dont on ne discute pas. Il y a des outils industriels qui ont des interfaces, peut-être, et puis pour faciliter la communication dans l'usine, on a activé l'interface Wi-Fi, et c'est un vieux web qui est là, mais on est dans une usine. Alors je ne sais pas si vous avez visité des usines, j'ai fait des audits sur des usines. Quand vous avez plusieurs hectares de terrain grillagés, et puis un hangar au milieu de plusieurs centaines de mètres carrés, avec des gens qui sont là tous les jours, en bleu de travail, qui se connaissent tous, évidemment, vous allez difficilement pouvoir aller approcher ce système-là. Mais donc, si on pense que ça suffit pour le sécuriser, on fait une grave erreur, on va voir pourquoi. Vous avez évidemment des smartphones dont la connexion 3G ou 4G est partagée par le Wi-Fi dans le bureau, ça arrive très souvent. Vous avez des box d'opérateurs qui sont alors soit clandestines, parce que très souvent des utilisateurs disent le service informatique nous emmerde, nous on a besoin d'un vrai accès, donc on va prendre chez Free une box, on va se la mettre dans le bureau pour nous tous, on ne dit rien. Ça arrive plus qu'on ne l'imagine. Et puis vous avez des box clandestines officielles. C'est-à-dire c'est plutôt des box oubliées. À un moment donné, il y en avait un problème, voilà, on ne pouvait pas rester non plus 3 semaines sans Internet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commande une box provisoire, et puis le temps que le service informatique règle le problème. Et vous savez comme moi, et tous les gens qui ont eu le malheur de bosser dans des préfabriqués le savent, le provisoire ça dure. Voilà. Donc la box elle va rester. Et puis les gens qui profitent de ce débit super de la box et qui ne sont absolument pas emmerdés par l'outil de filtrage DRL ne vont certainement pas aller rappeler au service informatique qu'il y a une box là qui traîne. Donc tout ça, on peut trouver des réseaux Wi-Fi comme ça, un peu sauvages dans l'entreprise. Ces réseaux Wi-Fi, encore une fois, on a tendance à imaginer qu'ils sont sûrs ou protégés, ou en tout cas moins à risque, parce que physiquement, on ne peut pas y accéder. Vraiment, on ne peut pas y accéder. Grâce au superbe leak des emails et des correspondances de l'italien Hacking Team, on a appris que Hacking Team, avec Boeing, en partenariat avec Boeing, était en phase de développement d'un drone qui aurait été capable de suivre une cible depuis les airs et de tenter de hacker les réseaux Wi-Fi successifs auxquels la cible tentait de se connecter, jusqu'à ce qu'il soit capable d'en péter un. Et une fois que le réseau était hacké, dans ce cas-là, soit d'intercepter les communications de la cible, soit d'installer, s'il y a des vulnérabilités sur sa machine, d'installer des outils d'interception légale. Alors vous allez me dire, oui, enfin, avant que Hacking Team et Boeing s'intéressent à moi, ou du moins avant que les clients de Hacking Team et Boeing s'intéressent à moi, je suis tranquille. Pas vraiment. Cette photo-là, ça date de 2011. Donc là encore, il n'y a pas grand-chose de nouveau, sauf que les technologies ont évolué.
Donc c'est simplement un drone qui est équipé. Alors on retrouve dedans des petits, voilà, des Raspberry, des microcontrôleurs, tout ce qu'on veut. C'est un drone qui est équipé pour sniffer les réseaux Wi-Fi et le GSM et tenter de casser au passage du réseau Wi-Fi. Alors, vous savez, comme moi, que casser du web c'est facile, mais ça ne se fait pas forcément instantanément, pas toujours en tout cas. Mais un drone comme ça peut tenter simplement de survoler un site industriel. Il va soit tenter de casser le réseau Wi-Fi s'il a suffisamment de temps, si c'est du web, du vieux web sur un truc industriel. Pour ça, il va falloir qu'il génère suffisamment d'IV, donc qu'il fasse des tentatives d'authentification, d'acknowledgement sur l'AP. C'est pas toujours facile, arriver à 50, 100 000 vecteurs d'initialisation, c'est pas forcément rapide. En tout cas, ce qu'il va pouvoir faire au moins, c'est cartographier, savoir tout ce qu'il y a, avoir une vision claire. Et là, c'est vraiment la vision vue d'avion, comme on dit, sans jeu de mots, de tous les réseaux, tout ce qui fuite. Donc, un truc comme ça qui passe au-dessus de votre usine, ça va cartographier tous les points d'accès qui sont là, tout ce qui rayonne, tout ce qui parle, voilà. Et ensuite, avec ça, l'intrus va savoir où aller. Parce qu'évidemment, là-dessus, il y a des points GPS. Donc, chaque point d'accès va être référencé avec son point GPS. Donc, ensuite, l'intrus va mettre en face les points GPS et la carte de l'usine, et va savoir exactement où sont les points d'accès, où sont les trucs industriels qui discutent, et ça va lui faire son petit programme d'intrusion ensuite, une fois qu'il sera au sol, avec son petit costume, son sourire et une bonne excuse. Les petits derniers, alors je suis peut-être allé un petit peu, oh là, mais carrément vite là, dites. On va ralentir un petit peu, cela dit, ça va nous laisser beaucoup de temps pour des questions-réponses. Personne ne m'en voudra si je vous libère beaucoup plus tôt, non? Il n'y a pas de café après? L'Internet des objets. Alors l'Internet des objets connectés, les objets connectés, aujourd'hui c'est une grande tendance, on en parle beaucoup, mais c'est surtout un marché que les gens voient. Et quand les industriels voient surtout un marché, ils ont des étoiles dans les yeux, d'une part, mais ils serrent les fesses de l'autre aussi. Donc les étoiles dans les yeux, c'est parce qu'on imagine les profits qu'on va pouvoir faire en vendant des milliards de petits objets qui vont se retrouver partout et qui vont discuter et capter de l'information pour votre bien. Mais ils serrent les fesses aussi parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas les seuls sur ce marché-là, ils ne sont pas les seuls à vouloir vous vendre ces objets-là, et ils savent très bien qu'il va y avoir une prime au premier entrant, et que donc il faut être le premier sur le marché. Quand on veut être le premier sur le marché, il faut avoir quoi? Un produit qui réponde à peu près au cahier des charges de l'AE1, qui fasse ni plus ni moins, un bon marketing. Il faut quand même que si vous avez le même produit mais que personne ne le sait, vous allez le garder. Donc il faut du bon marketing. Il faut des accords de partenariat avec des distributeurs, avec des intégrateurs, des gens qui vont utiliser votre produit. Tout ça, c'est la priorité, finalement. La sécurité, derrière, c'est pas là-dessus qu'on va perdre trop de temps. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les objets connectés qui arrivent aujourd'hui sur le marché, alors je suis un éternel optimiste, j'espère, je pense qu'on va s'en sortir, qu'il va y avoir des standards qui vont être mis en place, qui vont permettre de sécuriser ça. Pour l'instant, je crois qu'on dit que c'est mal barré, hein. C'est très mal barré. Mais espérons qu'à terme, les objets connectés évoluent. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Et si on regarde quelques chiffres effrayants, lors de la dernière DEFCON, on a voulu pendant 4 jours faire une sorte de village des objets connectés. Donc évidemment, on est à la DEFCON, donc ce sont des gens farceurs. Donc le village des objets connectés, c'est pas pour les vendre, c'est pour les casser. On a étudié 27 objets connectés différents qui venaient de 18 fournisseurs différents. Donc on n'est pas allé taper sur le vilain petit canard du secteur, hein. On a pris quand même un panel plutôt représentatif. Et bien, sur ces 27 objets connectés différents, de 18 constructeurs différents, on a trouvé 60 vulnérabilités. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces 60 vulnérabilités, un quart d'entre elles ont été trouvées dans les 4 jours de l'événement. Autrement dit, et je ne vais peut-être pas me faire des amis si des gens ici, ou en tout cas sur YouTube, nous écoutent et vendent des objets connectés. Aujourd'hui, l'état de sécurité des objets connectés, c'est on met un coup de pied dans une poubelle et on tombe sur 12 vulnérabilités à l'heure. C'est inquiétant. Ça va aller mieux avec le temps, on en espère.
Alors pour l'instant, moi je suis content parce que ça me donne des exemples à vous sortir ensuite. Le premier, le Fitbit. Vous avez peut-être suivi cette affaire. Donc un chercheur avait commencé à prétendre qu'il était capable, par une simple proximité physique, donc moins d'1 mètre, donc assis sur un banc pendant qu'un jogger avec son Fitbit reprend son souffle, capable d'infecter le Fitbit à distance. Et une fois que le Fitbit allait être ensuite rebranché sur le PC du jogger, peut-être pour le synchroniser, récupérer les données, les traces, je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas d'outil comme ça, le Fitbit allait pouvoir infecter l'ordinateur. C'était un peu trop beau pour être vrai. Le chercheur a expliqué ensuite que ce n'est qu'une preuve de concept, et puis en fait, pour vraiment récupérer, infecter l'ordinateur, il faut avoir installé d'abord un client sur l'ordinateur. Donc bon, vous imaginez bien que si on arrive à installer un client sur l'ordinateur, ça ne sert à rien de l'infecter via le Fitbit. En revanche, ce qui est intéressant, donc ça c'était bullshit, en revanche, ce qui est très intéressant, ce que ça nous apprend, c'est qu'on est capable, à distance par une proximité faible, de marquer un bracelet Fitbit. Parce qu'à distance, via le Bluetooth, il était capable de déposer quelques bits dans le bracelet. Ça veut dire que ce bracelet Fitbit, on va pouvoir marquer une cible, par exemple, en venant simplement s'asseoir à côté, et potentiellement, je ne l'ai pas vérifié dans ce cas-là, mais on peut imaginer que ça sera le cas plus tard, lire ce marquage plus tard. Et là, je vous renvoie à ce que l'on évoquait tout à l'heure, de faire, par exemple, exploser un système détonnant au passage d'une cible. Donc là, par exemple, avec le Fitbit, on va pouvoir marquer quelqu'un de quelques bits dans son Fitbit en s'asseyant à proximité. Les ampoules connectées. Donc les ampoules connectées, c'est génial. Ce sont des ampoules que vous allez pouvoir piloter via votre smartphone. Vous allez pouvoir choisir les couleurs, l'intensité, etc., etc. Donc sur certaines de ces ampoules, on a trouvé une vulnérabilité qui permettait de voler la clé Wi-Fi locale du lieu où étaient connectées les ampoules. C'est-à-dire que ces ampoules, évidemment, pour communiquer avec le smartphone et donc l'interface web, devaient être connectées à Internet. Donc il fallait, en configurant le système d'éclairage connecté, il fallait donner sa clé Wi-Fi. Et là, on n'est pas sur du web, hein, on est sur des WPSK des familles qu'on a tous à la maison, donc une vraie clé Wi-Fi qui est censée nous protéger. Il fallait donner cette clé Wi-Fi. Cette clé Wi-Fi était stockée d'une manière ou d'une autre dans les ampoules. Et ça allait, ça c'était plutôt sûr. En revanche, les ampoules, elles, communiquent entre elles par un réseau MASH propriétaire. Et il se trouve qu'elles s'envoyaient cette clé Wi-Fi. Et donc des chercheurs ont trouvé qu'en étant à 30 mètres de cette installation d'ampoule, on pouvait capter et récupérer la clé Wi-Fi du réseau. Donc vous imaginez bien qu'une fois qu'on a la clé Wi-Fi du réseau, certes on va pouvoir avoir du Wi-Fi gratuit, mais enfin on peut aussi sniffer tout ce qui s'y passe. Là encore, une proximité physique, être à 30 mètres des ampoules, permet une attaque logique, casser une clé WPA PSK. Des chercheurs de l'ANSSI ont dernièrement fait la démonstration d'une injection de commandes sur iPhone par onde électromagnétique. Ils ont trouvé que lorsque quelqu'un utilisait son iPhone avec ses écouteurs, il pouvait diriger des ondes électromagnétiques évidemment ciblées et faites sur mesure vers l'iPhone, que ces ondes allaient être captées par les câbles des oreillettes, comme une antenne, finalement c'est une antenne, et que ça leur permettait de donner des ordres à Siri. Donc en étant à distance, ils allaient pouvoir activer Siri, lui faire envoyer un SMS, lui faire absolument ce qu'on veut. Vous allez me dire, si j'ai mon téléphone dans la main, je vois que Siri s'activer, ça va mettre la puce à l'oreille. C'est vrai. En revanche, là aussi, ce n'est qu'un début. Qui aurait pensé qu'on pouvait donner des ordres à un iPhone simplement en dirigeant des ondes électromagnétiques sur les câbles des écouteurs? Ça ouvre en tout cas de nouvelles perspectives. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Enfin, en bonus, puisqu'on parle d'eux, ces deux mêmes chercheurs de l'ANSSI ont publié très récemment une autre trouvaille qu'ils ont fait. Donc là, l'objectif était de pouvoir créer des échanges entre ordinateurs qui sont physiquement séparés, donc ce qu'on appelle air-gap. Air-gap, c'est que vous avez deux réseaux qui n'ont absolument aucun lien en commun. Généralement, c'est quand on manipule des informations de niveaux de classification différentes, on doit isoler physiquement ces réseaux. Et eux, ce qu'ils ont montré, c'est que si on arrive à infecter une première fois un système, et qu'ensuite ce système-là est déconnecté, il n'est plus du tout connecté, on peut quand même dialoguer avec lui, en tout cas lui envoyer des informations, c'est un canal caché, en le bombardant d'ondes électromagnétiques. Vous voyez, il jouait beaucoup avec l'électromagnétisme.
Alors, le bombardement d'ondes électromagnétiques ciblées, craftées spécialement pour l'occasion, qui allait faire varier la température du processeur. Donc physiquement, on est capable de faire varier la température d'un processeur. Ces variations de température, ben, c'est binaire, hein, si